Avril 1731, Indes occidentales. Un navire de contrebandiers britanniques, commandé par le capitaine Robert Jenkins, le Rebecca, est arraisonné dans les eaux des Caraïbes par le capitaine espagnol Julio León Fandino. Le conflit n'est pas encore commencé et ce dernier utilise en effet son droit de visite qui autorise les capitaines espagnols à surveiller les navires britanniques suspects de trafic illégal dans la région. Le fameux Navio de Permiso, selon l'accord conclu entre les deux puissances. Monté à bord et arrivé à la hauteur du capitaine anglais, l'Espagnol l'empoigne alors violemment et lui tranche lentement l'oreille devant son équipage effaré. Lui tendant l'oreille ainsi coupée, il lui dit alors « Porte-la à ton roi et dis-lui que je ferai de même si je le vois encore faire de la contrebande par ici. » Revenu en Grande-Bretagne, Robert Jenkins fait rapport de l'incident qui lui a coûté son oreille au Parlement britannique, très choqué du comportement de Julio León Fandino. Cette agression physique contre un sujet britannique est perçue comme extrêmement dégradante en Grande-Bretagne. L'affront doit être lavé et les Britanniques se préparent désormais à s'opposer militairement à l'Empire espagnol. Depuis déjà plusieurs décennies, les Espagnols ont laissé le soin aux autres nations de lui importer des esclaves africains. C'est ce qu'on appelle l'asiento. En effet, depuis le traité de Tordesillas de 1494, qui partageait le monde entre Portugais et Espagnols, ces derniers ont interdiction de s'installer à l'est d'une ligne passant au large des îles Açores, un archipel portugais en Atlantique Nord, ce qui implique que l'Afrique, et donc le commerce d'esclaves, se trouve hors de portée des Espagnols. Au début du XVIIIe siècle, ce sont donc les Portugais, les Français et les Anglais qui approvisionnent l'immense empire espagnol en main-d'œuvre servile venue d'Afrique, commerce triangulaire qui fait la fortune des ports de la façade atlantique. Alors que les Français, avec la guerre de succession d'Espagne, ont placé depuis 30 ans un prince de la maison de Bourbon sur le trône d'Espagne, et les Portugais, qui se contentent de leur commerce existant, restent tous deux fidèles à leurs paroles et à leurs traités passés, les Anglais, eux, profitent de plus en plus de la situation pour pratiquer un commerce illégal dans les Antilles et au cœur même des immenses possessions hispaniques, ce qui devient de plus en plus intolérable à Madrid. Un état de guerre larvé existe donc depuis le milieu du XVIIe siècle entre les Espagnols et les contrebandiers et pirates anglais dans la région des riches Indes occidentales, comme on appelait alors les Antilles et les Caraïbes. L'événement entre Jenkins et Fandino n'est donc que le résultat d'une accumulation de rancœurs anciennes et tenaces entre les deux peuples qui se disputent déjà depuis un siècle l'hégémonie maritime à l'échelle de la planète et donc la domination économique mondiale. Cette guerre mondiale qui va s'ouvrir, premier volet d'une suite de conflits généralisés que nous verrons ensemble, est donc sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle va mobiliser des forces titanesques pour l'époque, couvrira des espaces immenses, touchant tous les continents, et se soldera par des pertes humaines et matérielles considérables, et une des plus humiliantes défaites militaires de l'histoire britannique. La Guerra del Asiento chez les Espagnols, ou War of Jenkins' Ear en anglais, la guerre de l'oreille de Jenkins, est un conflit mondial généralisé qui oppose de 1739 à 1748, principalement dans les eaux des Antilles et des Caraïbes, les royaumes de Grande-Bretagne et d'Espagne. À partir de l'année 1741, elle s'intègre dans un conflit européen bien plus vaste, la guerre de succession d'Autriche, de 1740 à 1748, qui oppose l'empire des Habsbourg de Vienne
alliée à la Grande-Bretagne, aux Provinces-Unies et au Royaume de Sardaigne, à la France, alliée à la Bavière, à la Prusse et à l'Espagne, avec son vassal du Royaume des Deux Siciles. La Grande-Bretagne et l'Espagne auront donc l'occasion de s'affronter aussi en Méditerranée. La guerre de l'oreille de Jenkins est peu connue malgré l'immensité de la portée des opérations menées par les deux puissances navales mondiales que sont alors Londres et Madrid. Elle aboutit à un retour au statu quo ante bellum, c'est-à-dire en latin, un retour à l'état des choses avant la guerre, autrement dit, une guerre bien inutile. Elle sera au final désastreuse pour la Grande-Bretagne, qui perdra énormément de son prestige et de son arrogance. Comme nous l'avons déjà vu, les Espagnols ne pratiquent pas la traite des Noirs, c'est-à-dire l'achat, le transport et la revente des esclaves, mais, pour satisfaire la demande en main-d'œuvre de leur immense empire colonial, ils achètent un nombre considérable d'esclaves d'origine africaine. Aussi, l'asiento, c'est-à-dire le monopole de la traite des Noirs, est-il concédé à une nation étrangère, France, Portugal ou Grande-Bretagne. Lors de la signature du traité d'Utrecht en 1713, l'asiento pour les colonies espagnoles est concédé à la Grande-Bretagne pour une période de 30 ans. Par ailleurs, l'importation de marchandises britanniques dans les colonies espagnoles est sévèrement contingentée. Un navire de marchandises britannique, le Navio de Permiso, peut venir décharger une cargaison une fois par an seulement. Cette semi-autorisation et l'avidité de la South Sea Company, qui a le monopole de la traite, des contrebandiers indépendants et de la haute société créole pour les produits manufacturés d'origine britannique, entraînent le développement de la contrebande. Pour lutter contre ce trafic, il est convenu au traité de Séville de 1729 que tout bateau espagnol, même appartenant à un armateur privé, peut faire office de garde-côte et inspecter tout bateau de commerce britannique croisant dans les eaux espagnoles. Ce droit de visite et la confiscation des marchandises de contrebande qui s'ensuit souvent révulsent les Britanniques qui crient à la piraterie et réveillent le vieil antagonisme datant de l'époque élisabéthaine. En outre, le besoin de trouver de nouveaux débouchés pour les produits manufacturés issus de la révolution industrielle naissante renforce le désir d'hégémonie de la Grande-Bretagne sur tout le bassin atlantique. Voltaire, après avoir décrit l'asiento et le navio de Permiso dans son précis du siècle de Louis XV, analyse la montée de la tension en Grande-Bretagne sous l'action du lobby industriel qui prétend n'être préoccupé que de l'équilibre des forces européennes. Cette balance, bien ou mal entendue, était devenue la passion du peuple britannique. Mais un intérêt plus concret était le but du ministère de Londres. La réalité, c'est qu'il voulait forcer l'Espagne à partager le commerce du Nouveau Monde. En 1736 meurt José Patiño Rosales, ministre rigoureux et intègre qui gouvernait l'Espagne depuis 10 ans et exerçait un rôle de modérateur auprès du roi Philippe V d'Espagne. La querelle s'envenime et une ultime tentative de conciliation échoue à la conférence du Prado en 1738. En 1739, 8 ans après l'incident de la Rebecca, le parti belliciste et les parlementaires Tories, c'est-à-dire l'opposition au Premier ministre Whig Robert Walpole, ourdissent une manœuvre. Ils appellent Jenkins à comparaître devant la Chambre des communes. Robert Jenkins montre alors son oreille coupée au Premier ministre Robert Walpole. La caricature satirique de 1738 représente le Premier ministre Walpole s'évanouissant lorsqu'il est confronté à l'oreille tranchée, ce qui a conduit à la guerre de l'oreille de Jenkins en 1739. Jenkins raconte son histoire, demande justice et montre le bocal contenant son oreille.
Les parlementaires, unanimes, poussent un cri d'indignation, invoquent le casus belli, rappellent que l'armada espagnole avait été défaite par la Royal Navy en 1718 au cap Passaro, exigent que l'honneur britannique soit lavé de l'insupportable affront. Le Premier ministre Walpole, qui est un partisan de la paix, est forcé de déclarer la guerre à l'Espagne le 30 octobre 1739. La guerre commence donc, et la première cible britannique est Portobello, un petit port de la Nouvelle-Grenade, actuellement au Panama, et non le grand port de La Havane à Cuba, d'où partent les gros galions chargés de métaux précieux et qui est donc trop bien défendu. Le 1er décembre 1739, 6 vaisseaux de ligne sous le commandement de l'amiral Edward Vernon écrasent la bourgade mal défendue et prise au dépourvu, qui est ensuite mise à sac. Ce coup d'essai, qui est aussi une des premières applications de la politique de la canonnière, est qualifié de victoire et célébré sans retenue en Grande-Bretagne. On frappe des médailles commémoratives et on rebaptise même Portobello Road, le boulevard Green Lane, où se tient un marché de fripes bien connu des Londoniens, et on chante pour la première fois God Save the King en présence du roi George II lors d'un banquet offert en l'honneur de l'amiral Vernon. La conquête de l'empire colonial paraît donc assurée et le nationalisme triomphe, exacerbé par les nouvelles gazettes où abondent les caricatures ridiculisant les Espagnols et les gravures prenant à témoin les grands héros du passé, Cavendish, Raleigh et Drake. Cependant, les Espagnols cherchent une parade aux attaques britanniques. Ils mettent en alerte leurs troupes coloniales et renforcent les défenses de leur port. Ils réorganisent aussi leur acheminement de métaux précieux, car, au lieu de centraliser le transport dans les grands ports de Veracruz, Carthagène et surtout La Havane, et d'utiliser de gros galions, ils chargent de nombreux petits bateaux dans plusieurs petits ports. De même, pour desservir leurs colonies du Pacifique, ils prennent désormais la route maritime du Sud par le cap Horn, au sud de l'Amérique du Sud, au lieu de traverser par l'isthme de Tehuantepec, de Veracruz à Acapulco, par les chemins muletiers. Ceci obligera donc le commodore britannique Anson à réaliser un tour du monde de 1740 à 1744 afin d'intercepter les convois du Pacifique. En effet, encouragée par le succès du raid sur Portobello, la Grande-Bretagne veut harceler également les colonies espagnoles du Pacifique et réitérer un profitable exploit, la capture du galion de Manille. Le galion de Manille est un convoi de navires marchands sous très haute garde de navires militaires allant de Manille aux Philippines en Asie orientale, alors dominée par les Espagnols, jusqu'à Acapulco sur la côte pacifique du Mexique, traversant de ce fait l'intégralité du Pacifique et chargé de grandes richesses. La Grande-Bretagne confie donc au commodore George Anson, aristocrate bien en vue à la cour et habile marin, le commandement d'une flotte composée du navire de ligne HMS Centurion de 60 canons et 400 hommes d'équipage, de 4 frégates, d'un sloop et de 2 navires de transport avec comme cargaison pour les apparaux de rechange, des armes et munitions des marines, des provisions et des marchandises made in England qui doivent servir de monnaie d'échange. L'escadre lève l'ancre en septembre 1740, trop tard dans la saison pour doubler le Cap Horn, pendant l'été austral. Elle essuie là-bas une série de terribles tempêtes. 2 frégates, la Pearl de 40 canons et la Severn de 50, sont désemparées au point de devoir retourner vers la Grande-Bretagne. Plus tard, dans les 40e rugissants, ce sont des vents très violents le long du 40e parallèle de l'hémisphère sud,
alors que l'escadre tire des bords contre le vent pour chercher à s'élever dans l'ouest, une autre frégate, la Vagueur, ce qui veut dire la Défiante, de 28 canons, est jetée à la côte du Chili. Les marins survivants, après s'être mutinés, abandonnent leur capitaine et ses officiers. Quelques-uns parviennent à revenir dans l'Atlantique à bord d'une embarcation de fortune. Les officiers, quant à eux, sont recueillis par les Indiens à la Caluffe, puis capturés par les Espagnols et internés aux îles Chiloé. Un jeune midship, c'est-à-dire un bleu, de la frégate Vagueur, connu sous le nom de John Byron, rédige un récit de ses aventures. Après avoir manqué de se jeter sur le cap Noir, car on pense s'être assez élevé dans l'ouest, l'escadre continue à s'éloigner du Horn, puis met le cap au nord. Une tempête disperse les navires, qui arrivent en ordre dispersé aux îles Juan Fernández en juin 1741. Les navires, comme les hommes, sont en piteux état. Il ne reste plus que 335 hommes sur les 1900 Jack Tars, Jack le Goudron en anglais, qui ont pris la mer en septembre 1740. Les causes de cette hécatombe sont le scorbut, qui vient de l'absence d'accès de l'équipage à des fruits et produits frais, qui ouvre la porte aux infections diverses, la mauvaise qualité de l'eau et de la nourriture, qui sont de plus en plus rationnées, le manque d'hygiène et la promiscuité, les dures conditions de vie à bord, mais aussi le surmenage, car les effectifs sont réduits et sont donc en permanence en poste. Au mouillage, sur Isla Masatiera, la plus à l'est des îles Juan Fernández, les rescapés reprennent des forces, puis entament les réparations qui vont bon train. On marche à pied, et la grotte de Selkirk, du nom du marin écossais Alexandre Selkirk, qui s'est échoué sur cette île et y a survécu 4 ans et 4 mois, est notamment un but d'excursion. On collecte des vivres frais, on pêche, mais aussi on chasse des éléphants de mer et également des chèvres. Les autres navires de l'escadre, rescapés du Horn, finissent par arriver en piètre état à Juan Fernández. La frégate Gloucester en particulier tourne pendant 1 mois autour de l'île sans pouvoir en approcher suffisamment pour y jeter l'ancre, tant son équipage est décimé. Quittant Juan Fernández, les navires à peu près réparés avec leur équipage requinqué remontent vers le nord, dans le sillage des corsaires d'Élisabeth Ier, puis longent la côte du Pérou. Anson surprend et met à sac du 14 au 15 novembre 1741 la petite ville côtière de Paita, près de l'actuelle frontière entre le Pérou et l'Équateur. Il monte ensuite la garde devant Acapulco, en attendant le passage du fameux galion de Manille, mais en vain. Les Espagnols le retiennent à quai. Avant de mettre le cap à l'ouest, avec le Centurion et la Gloucester pour traverser le Pacifique, Anson abandonne plusieurs navires qui sont en trop mauvais état et dont l'équipage est devenu trop insuffisant. En particulier, un sloop nommé Trial, c'est-à-dire Essai, le bateau de transport, c'est-à-dire un pink nommé Anna, et des navires de prise, dont un gros marchand espagnol qui a été rebaptisé Prise du Trial. Ensuite, la Gloucester prend l'eau au point qu'elle doit être abandonnée. C'est le Centurion seul, manœuvré par les hommes transférés des autres bateaux, qui traverse donc le Pacifique. Près de couler, car il a une grosse voie d'eau, son équipage décimé par le scorbut, il arrive à Tinian, une petite île de l'archipel des Ladrones, les Mariannes, où l'équipage peut se rafraîchir. Le Centurion reprend ensuite sa route vers l'ouest et arrive à Macao, colonie portugaise, où Anson doit négocier âprement avec les Chinois pour obtenir des provisions et faire caréner et réparer son navire.
Il annonce ensuite son départ pour l'Europe, mais, en fait, repart croiser le long des côtes des Philippines à l'affût du galion de Manille. Près du cap Espiritu Santo, le centurion finit par rencontrer le galion. La Nuestra Señora de Covadonga se rend après un combat bref mais meurtrier le 20 juin 1743. Anson refuse le combat à l'abordage auquel les Espagnols s'attendent et utilise la puissance et la précision de son feu pour écraser l'ennemi. Il retourne ensuite à Macao, obtient à nouveau des Chinois de quoi s'armer pour le long cours, vend le galion et sa cargaison, ne garde que le plus précieux du butin et repart en toute hâte vers l'ouest. Il doit passer le plus vite possible avant que la nouvelle de la prise du galion n'atteigne Madrid et la France. Chargés de richesses jusqu'aux écoutilles, rien qu'en argent, les Britanniques ont pris sur le galion près d'1,5 million de grosses pièces de 8, valant chacune 8 réaux espagnols. Le centurion taille sa route, relâche au cap au sud de l'Afrique, double le cap de Bonne-Espérance le 11 mars 1744, remonte l'Atlantique en se jouant de la chasse franco-espagnole et touche la Grande-Bretagne sous les ovations et le grand pavois le 15 juin 1744. Le butin du galion est porté en triomphe. Anson, qui vient de réaliser un tour du monde, c'est-à-dire une circumnavigation, est couvert d'honneur, reçu par le roi George II, adulé par la presse qui l'égale à Sir Francis Drake. Son exploit occulte les pertes humaines et matérielles, soit plus de 1700 hommes, 90% des équipages, 7 navires sur 8, et aura pour conséquence d'intensifier l'activité des corsaires français et espagnols des deux côtés de l'Atlantique, faisant pâtir le commerce britannique. Quant au partage de l'énorme butin rapporté, il aurait pu se faire facilement, puisqu'il ne reste que 188 survivants, mais il donne lieu à d'âpres disputes devant les tribunaux. Finalement, chaque homme d'équipage survivant touche, pour sa part de prise, environ 300 livres, soit environ 45 000 livres sterling actuels. Le commodore Anson reçoit quant à lui 91 000 livres, soit plus de 14 millions de livres actuels. Il peut ainsi sans problème faire rénover le château familial et se faire élire député de 1744 à 1747. Il est nommé vice-amiral après sa victoire au cap Finistère, élevé à la pairie, devient premier l'ordre de l'amirauté de 1752 à 1762 et travaille à renforcer et réorganiser la Royal Navy, contribuant ainsi à faire de la Grande-Bretagne la première puissance maritime du monde. En 1748, paraît A Voyage Around the World, la relation de la circumnavigation d'Anson, rédigée par son chapelain Richard Walter. L'ouvrage, sobre, précis et objectif, est très apprécié et a un impact certain tant dans le milieu maritime, car il révèle de nombreuses notions nouvelles, donne des vues des atterrages et des cartes des mouillages, et confirme les théories de Edmond Halley sur la déclinaison magnétique, mais aussi dans les milieux littéraires de l'époque, car il promeut le mythe du bon sauvage. Nous avions découvert dans la vidéo précédente que l'avidité anglaise sur le commerce espagnol du Nouveau Monde avait entraîné un conflit aux Indes occidentales qui va par la suite se généraliser au monde entier. En effet, l'Espagne demande l'intervention de la France et invoque les clauses du pacte de famille de 1733. Le cardinal de Fleury envoie en 1740 aux Caraïbes une escadre de 22 navires de guerre sous les ordres du vice-amiral, le marquis d'Antin. Mais les Français, affaiblis par les maladies tropicales et manquant d'approvisionnement, restent le plus souvent en rade de Saint-Domingue, à peu de distance de la Jamaïque.
Les ordres reçus par Dantin ne sont, d'ailleurs, pas de livrer bataille à la Royal Navy, mais d'aider les Espagnols. C'est un objectif réussi car Vernon, inquiet, doit diviser ses forces pour se prémunir d'une éventuelle attaque française. La tension franco-britannique est alors très vive. Une corvette française est saisie près de Saint-Domingue et un petit groupe de vaisseaux est attaqué sans succès par les Britanniques qui disent les avoir confondus avec des bâtiments espagnols. La rupture définitive entre la France et la Grande-Bretagne n'intervient qu'en 1744 avec la guerre de succession d'Autriche. En Amérique, Espagnols et Britanniques s'affrontent aussi à la frontière de la Floride, colonie espagnole, et de la Géorgie, colonie britannique portant le nom du roi George, où a lieu une série d'escarmouches indécises menées avec l'aide des tribus indiennes et des colons. D'ailleurs, les Britanniques mettent fortement leurs colons à contribution. Un contingent d'entre eux, attiré par l'or espagnol, est recruté en Virginie et au Vermont lors de l'expédition contre Carthagène des Indes. Des 3000 qui partent, bien peu reviendront. Au sud des 13 colonies, les Britanniques occupent la localité de Sainte-Augustine, puis repoussent la contre-attaque espagnole à la bataille de Bloody March, marécage sanglant, en 1742. La Floride change plusieurs fois de main et sera finalement échangée plus tard par les Espagnols contre les villes de La Havane et de Manille que les Britanniques réussiront à occuper à la fin de la guerre de 7 ans. Cette région ne restera d'ailleurs britannique que de 1763 à 1781, les Espagnols commandés par le gouverneur Galvez la reprenant pendant la guerre d'indépendance américaine. En 1741 commence alors le siège de Carthagène des Indes. Carthagène, aujourd'hui en Colombie, est, avec Veracruz et La Havane, l'un des 3 grands ports d'où sont exportés les métaux précieux vers l'Espagne. La Grande-Bretagne décide de frapper un grand coup en mars 1741 en prenant la ville et en faisant un port britannique. Des moyens techniques et humains énormes sont mis en œuvre à partir de la Jamaïque. 186 navires, dont 29 vaisseaux de ligne, portant 2620 canons, amènent à pied d'œuvre 31 000 hommes, soit 15 400 marins de la Royal Navy, 2000 fantassins, 6 000 hommes de l'infanterie de marine, 5 000 marins de commerce, 3 000 soldats coloniaux et 1000 noirs recrutés dans les plantations. La ville n'est défendue que par 6 vaisseaux de ligne et 3300 hommes. Soit 1100 fantassins, 400 hommes de l'infanterie de marine, 300 miliciens, 600 marins, 600 archers indiens et 300 macheteros, esclaves noirs coupeurs de canne armés de leurs machettes. La partie semble donc jouée d'avance. Mais l'expédition britannique souffre de 2 handicaps notables. Tout d'abord, au niveau logistique, il est très difficile d'entretenir et d'approvisionner à grande distance une armée et une flotte aussi énormes, surtout sans point d'appui ni chantier naval ou ressources à terre. Ensuite, le commandement bicéphale est un gros handicap pour les Britanniques. En effet, la mésentente règne entre l'amiral Vernon, commandant la flotte, et Wentworth, commandant les forces d'invasion. Après avoir intensivement bombardé Carthagène pendant 2 semaines, les Britanniques lancent le 5 avril 1741 leur vague d'assaut. Des centaines de chaloupes déversent les assaillants sur les plages, ainsi que de l'artillerie légère pour attaquer la position avancée de Boca Chica. Celle-ci tient en effet le chenal d'entrée dans la lagune et est défendue par ses batteries et les 6 vaisseaux de lignes espagnols. Les Espagnols défendent leur casemate avec acharnement, puis reculent en combattant pied à pied pendant que 2 de leurs vaisseaux se sabordent et bouchent le chenal. L'élan des Britanniques est brisé et l'assaut tourne court. L'ordre vient, obligeant de rembarquer pour se regrouper et pénétrer ultérieurement dans la lagune. La deuxième tentative d'attaque frontale, du côté de la mer, est couplée avec une attaque de diversion menée du côté terre. Elles échouent toutes les 2 et les Britanniques perdent 600 hommes.
La tactique élaborée par le commandant espagnol Don Blas de Lezo se montre donc efficace. Il avait décidé de maintenir une défense élastique autour de Carthagène en attendant le début de la saison des pluies qui doit commencer début avril et qui désorganisera à coup sûr l'armada britannique. Don Blas de Lezo, vieux stratège expérimenté et tenace, il est militaire de métier, perclus de blessures de guerre, borgne, manchot et unijambiste. Il a été d'ailleurs affectueusement surnommé Medio Hombre, le demi-homme, par ses hommes, tire parti de tout et de tout le monde. De surcroît, le terrain l'aide largement. Il sait que les plages basses de sable mou, les marécages, les roselières et la lagune peu profonde vont freiner le déploiement de l'artillerie débarquée, les évolutions de masse de l'infanterie britannique et évidemment l'accès des bateaux ennemis. Il prévoit que les Britanniques éprouveront rapidement de grandes difficultés à approvisionner leurs troupes et leurs équipages et à entretenir leurs bateaux. De surcroît, il sait qu'une fois les pluies tropicales arrivées, la chaleur, l'humidité saturante, les moustiques, l'insalubrité d'un camp improvisé inondé de trombes d'eau, la boue paralysant l'artillerie et les fantassins britanniques lourdement équipés, et par là-dessus la survenue d'épidémies de maladies tropicales sont les meilleurs alliés des Espagnols. En effet, face à une garnison espagnole bien à l'abri derrière ses remparts récemment rénovés, habituée au climat et soudée derrière son chef par la discipline et l'intérêt commun, le corps expéditionnaire britannique ne tarde pas à offrir un spectacle affligeant. Vaisseaux mal entretenus ou à l'abandon faute de personnel, croupiers affamés, malades et démoralisés, les pertes sont en moyenne de près de 300 hommes par jour, commandements divisés face à des troupes elles-mêmes hétéroclites, allant des Highlanders écossais aux esclaves noirs des Antilles, équipements aussi mal adaptés au climat que la plupart des hommes. Ainsi, les 3000 colons du Vermont et de Virginie périssent presque tous de maladies locales. La pire des maladies est cependant l'absence de coordination dans le commandement due au conflit entre l'amiral Vernon et le général Wentworth. Ainsi, quand ce dernier veut lancer un assaut général contre Carthagène, l'amiral lui refuse l'appui-feu des canons de ses navires. Il dit en effet que c'est à cause des hauts fonds de la lagune qu'il ne pourra s'approcher suffisamment près des murailles pour assurer un tir précis. Un assaut lancé dans la nuit du 14 avril 1741 échoue parce que les échelles sont trop courtes. Les assiégés tirent à bout portant dans la masse d'assaillants empêtrés dans les douves au pied des remparts, puis font une furieuse sortie et massacrent tous les survivants. Quand les pluies s'intensifient, le camp est alors transformé en bourbier. Les Britanniques, dans la panique, décident de replier alors tout le monde sur les bateaux. Mais là, la promiscuité et le manque d'hygiène favorisent les épidémies. Finalement, à la mi-mai 1741, au bout de 67 jours de siège, devant la démoralisation générale et les énormes pertes, soit 18 000 hommes, dus moins au combat qu'à la famine et aux maladies, scorbut, gangrène, tuberculose, dysenterie, paludisme et fièvre jaune, les Britanniques, complètement groggy, décident d'abandonner le combat et de rentrer à la Jamaïque. Le terme de groggy vient du fait que Edward Vernon, qui était toujours vêtu d'un habit de gros grain en soie côtelée, fut surnommé Grog donc dans la Royal Navy. C'est lui qui institua plus tard l'usage de diluer avec de l'eau et du jus de citron la ration de rhum à laquelle les marins avaient droit, ce qui fut en somme plutôt bénéfique, en particulier face au scorbut. Au final, les Britanniques sont même obligés d'incendier et de couler 50 de leurs navires, trop délabrés et trop pauvres en hommes pour être manœuvrés. Toutefois, alors que les Espagnols résistent encore de manière tenace dans la citadelle et le fort San Felipe de Barajas, la rumeur d'une écrasante victoire anglaise est parvenue en Grande-Bretagne. Comme en 1739, la cour exulte, des médailles commémoratives sont frappées, la presse se répand en louanges, des gravures montrent
entre autres allégories, Don Blas de Lezo, un soldat ingambe agenouillé devant Lord Vernon. Toute l'euphorie retombe évidemment à l'annonce du désastre et le roi George II interdit qu'on mentionne désormais Carthagène. L'amiral Vernon ne rentre pas immédiatement en Grande-Bretagne. Il préfère laisser l'émotion retomber et prend son temps pour rédiger un rapport dans lequel il rejette évidemment toute la responsabilité du désastre sur Wentworth. Celui-ci, pour essayer de se racheter, se lance dans une tentative d'invasion de Cuba. Le débarquement à Guantanamo le 18 juillet 1741 est à nouveau un échec total. À partir de là, la guerre se déplace en Méditerranée. La nouvelle du désastre est rapidement occultée en Grande-Bretagne. Elle est ensuite noyée dans l'annonce du début de la guerre de succession d'Autriche. Ainsi, à partir de 1741, la lutte entre l'Espagne et la Grande-Bretagne se déplace vers l'Europe, mais la Royal Navy affaiblie ne peut assumer son rôle en Méditerranée qu'avec retard. 25 000 soldats espagnols sous les ordres du duc de Montemar sont ainsi transférés en Italie à la fin de l'année 1741. Par la suite, une flotte anglaise sous les ordres de l'amiral Thomas Matthews, basée à Minorque, qui est alors une base anglaise avec Gibraltar, bloque les départs de Barcelone, obligeant l'armée espagnole à gagner l'Italie à travers le territoire français, car elle occupe déjà finalement la Savoie à partir de 1743. Une escadre anglaise sous les ordres de l'amiral Richard Lestock, basée dans les ports alors piémontais de Villefranche et d'Hyères, surveille les côtes de Provence et d'Italie et participera à la bataille de Saint-Tropez en 1742. La flotte britannique, avec 2 amiraux présents, est vaincue lors de la bataille du Cap Sicié en février 1744, ce qui permet de libérer une escadre espagnole réfugiée depuis 1742 dans le port de Toulon. Les résultats et les conséquences de cette première guerre mondiale restent très contrastés. En effet, la mer des Caraïbes restera espagnole et la Grande-Bretagne en subira les effets à partir de 1776, pendant la guerre d'indépendance américaine, quand Bernardo de Galvez, alors gouverneur de la Louisiane et fondateur de Galveston, s'appuyant sur les places fortes du golfe du Mexique, paralysera son action dans le sud de l'Amérique du Nord. Le transfert de métaux précieux continuera et la réputation des Espagnols sort grandie de ce conflit qui n'a été pour la Grande-Bretagne qu'un désastreux coup d'épée dans l'eau. Le retour en effet au statu quo antebellum, c'est-à-dire à la situation avant la guerre, est entériné par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 qui marquera la fin de la guerre de succession d'Autriche que nous verrons ensemble. L'Espagne laisse même l'Asiento et le Navio de Permiso à la Grande-Bretagne, qui lui revendra d'ailleurs 2 ans plus tard le reliquat de ses droits pour la somme de 100 000 livres au traité de Madrid de 1750. Nous verrons ensemble, bien évidemment, que la Grande-Bretagne va poursuivre avec ténacité sa course à la suprématie maritime et coloniale. Effectivement, dans les prochains épisodes, nous verrons que la guerre de 7 ans de 1756 à 1763 lui apportera, en plus de nombreuses possessions françaises, l'occasion de se venger de l'Espagne. Elle réussira effectivement à prendre La Havane et Manille, mais n'étant pas en mesure de réduire les îles de Cuba et des Philippines, elle rétrocédera ces 2 capitales à l'Espagne en échange de la Floride. Nous verrons de plus que la Royal Navy reconquérera tardivement son prestige face à la flotte espagnole par ses victoires navales du Cap Saint-Vincent en 1797, de la baie d'Algésiras en 1801, du Cap Finistère et de Trafalgar en 1805. En revanche, l'invasion des colonies espagnoles d'Amérique du Sud, qui aura lieu en 1806 et 1807, et qui est le dernier conflit entre le Royaume-Uni et l'Espagne, sera de nouveau un échec pour les Britanniques. Cette guerre de l'oreille de Jenkins
lancée sur un prétexte dérisoire par le lobby britannique impérialiste et mercantile, débute sur fond de traite des Noirs et de contrebande, entraînant d'énormes pertes matérielles et humaines, environ 29 000 morts au moins, et se solde par un retour au statu quo antebellum. Seul le spectaculaire périple de Anson est un léger succès nautique. Si l'on cherche les bénéficiaires de cette guerre, on ne voit guère que les fabricants de médailles et la jeune presse britannique. Ces caricaturistes, graveurs, écrivains, libellistes et pamphlétaires trouvent là l'occasion d'exalter le nationalisme britannique, mais jettent aussi les fondations d'un puissant contre-pouvoir démocratique. Finalement, ce sera la gouaille populaire qui aura le dernier mot. Si les Français peuvent dire qu'ils se sont battus pour le roi de Prusse, les Britanniques, en surnommant par dérision ce conflit « guerre de l'oreille de Jenkins », sous-entendent qu'ils n'ont pas plus gagné dans cette affaire qu'un petit bout de cartilage.